Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter la motion qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale s'oppose à la volonté du premier ministre canadien d'instaurer une économie canadienne au lieu de 13, qu'elle affirme que les intérêts économiques du Québec ne sauraient être sacrifiés au profit de l'intérêt de d'autres provinces sur la base du concept qu'il y aurait une seule économie et non 13, qu'elle réitère le droit du Québec à veiller à ses propres intérêts sur le plan économique. Donc, le hasard fait que cette motion-là, finalement, va être présentée presque en même temps qu'on apprend que l'administration Trump a certaines des spécificités importantes du Québec, notamment la loi 96, dans sa mire. C'est un dangereux précédent qu'un premier ministre du Canada demande d'accepter que dorénavant, il n'y a pas des intérêts différents d'une province à l'autre, il y a juste l'intérêt du Canada au bon vouloir de Mark Carney. Et on sait qu'historiquement, le gouvernement fédéral a déjà utilisé les périodes de crise, en fait, a souvent utilisé les périodes de crise pour étendre ses pouvoirs au détriment des provinces. C'est le cas même de l'impôt fédéral qui n'existait pas avant la guerre mondiale. Donc, on ne peut pas se permettre un autre affaiblissement du Québec et il faut lire dans cette expression « une seule économie » qu'il y a des risques très réels dans le contexte actuel. Sur ça, je vais prendre vos questions. Elle est à deux volets, ma question. Vous avez vu ce matin, l'administration américaine a envoyé les points qui lui reprochent à l'ensemble des pays dans le monde pour les tarifs. Ouais. Trois choses qui touchent particulièrement, mais deux plus importantes. La loi 96 sur l'affichage et la gestion de l'offre. Et Mark Carney, qui veut contester le fait qu'on utilise la clause dérogatoire pour la loi 96. Alors, qu'en pensez-vous? Élaboré. Écoutez, l'administration Trump a démontré de l'hostilité envers nos intérêts économiques, mais ça donne que dans les sujets qui intéressent l'administration Trump, deux choses fondamentales pour le Québec, la loi 96, c'est-à-dire notre spécificité linguistique, et la gestion de l'offre, c'est-à-dire nos agriculteurs. Et là, on est dans une campagne fédérale dans le cadre duquel on nous présente Mark Carney comme celui qui va nous défendre. Mais j'aimerais juste essayer de comprendre avec vous. Là. Mark Carney, à part son programme Bâtir Maison Canada, là, il a surtout dit qu'il voulait baisser les transferts aux provinces. Il a dit qu'il voulait contester la loi 96, donc il est un allié de Donald Trump sur cette question-là. Il veut se donner le pouvoir d'imposer au Québec des projets d'oléoduc dans son concept d'unifier l'économie canadienne. Il ne s'engage pas très clairement sur la gestion de l'offre. Il refuse de présenter une plateforme spécifique pour le Québec. Il a aboli les langues officielles, puis il a nommé Rachel Ben-Dayan à l'immigration alors qu'elle nie le déclin du français. Puis il a confié à Mark Wiseman, l'architecte de l'initiative du siècle, un rôle clé dans son administration. Puis là, tout ça a lieu pendant qu'on nous raconte que Mark Carney, c'est la personne pour nous défendre vis-à-vis ce qui se passe aux États-Unis. J'essaie simplement de comprendre et je trouve ça assez hallucinant. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la campagne et s'intéresser à ce que les politiciens, chaque parti, disent. Il faut le prendre au sérieux parce que Mark Carney a dit et a fait tout ça, sans compter d'autres histoires comme penser que la tuerie de la Polytechnique a lieu à Concordia. C'est parce que tu n'as pas passé beaucoup de temps sur le sujet du Québec dans ta préparation. Il faut en prendre acte. Il faut prendre ça au sérieux. Avec les Américains, l'affichage, est-ce que ça, c'est inquiétant? Parce que la sécheuse, il faut que ça soit bien écrit en français, comment la faire fonctionner. Et il faut que le commerce, il faut que ça soit écrit en français. Le Canadian Tire, là, ça ne fonctionne plus. Là. Évidemment que notre spécificité linguistique au Québec est non négociable. Le problème, c'est que pour Mark Carney, elle l'est. Il est en désaccord puis il veut lui-même contester la loi 96 et on sait que donc on se retrouve dans une négociation potentielle où tu as Donald Trump qui dit « Moi, j'ai un problème avec la loi 96 » puis Mark Carney qui répond « Moi aussi ». Donc, on peut parler d'automobile puis on réglera le cas de la loi 96 plus tard. Il faut juste comprendre que ce qu'a dit Mark Carney depuis le début de sa campagne, c'est hostile à un paquet de positions légitimes de l'Assemblée nationale du Québec. Excusez-moi, je pensais que M. Carney s'opposait à l'utilisation préemptive de la clause dérogatoire, mais pas au fond de la loi 96. C'est pas un peu fort, le café, de dire que c'est un allié de Donald Trump? Un va avec l'autre. Quand on respecte le droit de l'Assemblée nationale de faire ses propres lois dans ses champs de compétences, on ne se sert pas des tribunaux et d'un débat sur la clause dérogatoire pour tenter de l'invalider. Évidemment, en campagne électorale, il ne dit pas explicitement « je rêve du jour où on va défaire la loi 96 », il ne le dira pas comme ça.
mais les gestes parlent davantage que les paroles. Ils participent à une tentative d'abroger la loi 96. Et sur la loi 21, je pense que c'est pas mieux, là. Est-ce que votre message s'adresse aux deux autres partis fédéraux? Parce que la question d'utilisation préventive va faire partie du débat, là, la Cour suprême sur la loi 21, puis là-dessus, les trois partis fédéraux sont d'accord. Donc, j'ai eu exactement le même discours auprès de Pierre Poilievre lorsqu'ils m'ont interpellé là, sur les médias sociaux il y a un mois de cela. J'y ai demandé un engagement là-dessus. À mon avis, à ma connaissance, j'ai rien entendu. Donc, il n'y a que le Bloc qui est aligné sur l'Assemblée nationale à ce jour. Mais comme vous dites, justement, c'est ça le rôle des débats puis des entrevues, là. J'espère vraiment qu'on va leur poser des questions où est-ce qu'ils vont être obligés de répondre de manière précise parce qu'évidemment, ces partis fédéraux vont répondre avec des phrases qui évitent un peu le sujet en disant, bien, nous autres, c'est plus le principe de dérogation, etc. On veut leur position très, très précise sur chacun de ces points-là. Je l'ai mis par écrit, je peux vous le retransférer. À votre avis, sur le fond, est-ce que c'est vrai que M. Carney est d'accord pour la promotion, la protection du français? Bien, c'est une parole qui n'est pas cohérente avec ses gestes. Il a aboli le poste de ministre des langues officielles. Il a nommé Rachel Ben-Dayan à l'immigration alors qu'elle nie le déclin du français. Son rapport au français, là, en général, ne semble pas non plus, ça ne semble pas être une passion pour lui. Et quand même, la nomination de Mark Wiseman, le fait de contester la loi 96 devant les tribunaux, sont tous des gestes qui parlent davantage que sa parole générale. Je pense à ça. Est-ce que ça vous décourage qu'il semble être meneur dans les sondages au Québec, M. Carney? Malgré tout ça, là, malgré fait qu'il parle mal le français, malgré tout ça. C'est pas mon rôle de commenter la campagne fédérale. Encore moins de commenter les sondages durant la campagne fédérale, mais lorsque le premier ministre du Canada dit des choses ou pose des gestes qui vont contre le travail de l'Assemblée nationale et l'intérêt du Québec, je vais continuer à répondre comme je le faisais sous Justin Trudeau. Et honnêtement, ce que je fais en ce moment, c'est commenter à peu près les mêmes choses que sous Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a un changement de cap dans le Parti libéral du Canada sur à peu près tout ce qu'il y a de fondamental? Moi, j'ai l'impression de parler à Justin Trudeau ou de commenter ce que Justin Trudeau faisait il y a 6 mois. Mais ça ne vous décourage pas de voir que malgré tout ça, il semble mener au Québec? Mes états d'âme ne font pas partie de la campagne. Je suis là pour servir le Québec. Les Québécois auraient à gagner à voter pour le Bloc québécois parce que vous dites, il n'y a que le Bloc qui semble aligné sur l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que les Québécois auraient à gagner à voter pour le Bloc québécois qui ne sera jamais au pouvoir? Bien, essentiellement, le fondement de la démocratie, c'est qu'il y a une voix pour parler pour tes idées ou tes intérêts. Et en ce moment, je vois des partis fédéraux qui, comme le relevait votre collègue, ont des plateformes assez déloyales envers le Québec et son Assemblée nationale. Et on ne peut pas enlever au Bloc d'être loyal envers le Québec et l'Assemblée nationale. Mais dans une lutte où, en fait, la question de l'urne semble être qui va être le mieux positionné pour défendre... Je ne commenterai pas la question de l'urne. Je ne ferai pas du commentariat sur la campagne fédérale. Je laisse au Bloc et aux autres partis fédéraux tout l'espace pour faire campagne. Je ne suis pas un commentateur de la campagne fédérale. J'interviendrai seulement si le premier ministre du Canada pose un geste ou dit quelque chose qui va à l'encontre du travail qu'on fait ici à l'Assemblée nationale pour le Québec et pour le Québec seulement. Vous avez les intérêts des Québécois à cœur, vous êtes indépendantiste. Selon vous, qu'est-ce qui serait le mieux à vos yeux en ce moment avec le portrait que vous avez? C'est pas mon rôle de commenter la campagne fédérale. Si je commence à faire ça, c'est contre-productif parce que c'est pas ça le mandat qui m'est confié. Est-ce que vous êtes content de voir François Legault en Allemagne? Vous aviez demandé qu'il se rende à l'étranger pour faire ce travail-là de diversification des marchés, entre autres. Est-ce que vous êtes content? Oui, en fait, c'est ce qu'on avait demandé dès janvier. On demandait que ça se fasse rapidement. Donc, c'est un geste qui permet d'explorer nos options dans un contexte de plus en plus volatile de nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Difficile pour moi de commenter exactement qu'est-ce que ça va produire pour ce voyage-là, mais j'encourage la ministre Fréchette, le premier ministre, à multiplier ces rencontres-là dans d'autres marchés. Et un gouvernement du Parti québécois va augmenter les ressources en diplomatie, alors que dans le dernier budget, on me corrigera, mais je me souviens qu'en fait, on a fait baisser les ressources en diplomatie dans le budget total, à un moment où on le voit, là, les liens diplomatiques, ça vaut de l'or lorsque les choses vont moins bien. Si on ne les a pas entretenus,
ça a des conséquences. Donc, nous, on a une approche très, très tournée vers l'international. On voit le Québec comme un membre du Concert des Nations qui prend sa place, qui a des échanges commerciaux, pas juste avec son voisin, mais avec plusieurs autres pays. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que le Québec fasse un virage de point de vue économique vers la production d'armes, d'armement, de blindés, d'avions, etc.? C'est une des choses que M. Legault discutait. L'Europe veut se réarmer, l'Allemagne va mettre beaucoup d'argent pour ça, le Québec pourrait en profiter. En termes de production ici? Ben, production de plein de choses qui peuvent être liées. Minéraux stratégiques, aéronautique, technologie de l'information, intelligence artificielle. Minéraux stratégiques, ça va dans l'armement. Oui, mais de le produire quand même, on n'a pas de capacité manufacturière à ma connaissance au Québec. L'aéronautique. C'est ça. Mais dans quel cas, j'ai pas décortiqué cette affirmation-là. En général, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va à l'étranger, on a certains avantages concurrentiels au Québec par rapport à ailleurs. C'est le cas sur l'énergie, sur les minéraux, et c'est de voir comment on peut avoir des échanges commerciaux dans le cadre desquels on n'est pas une colonie comptoir, c'est-à-dire on ne fait pas juste se débarrasser de ce qu'on a comme richesse naturelle sans les transformer, sans acquérir des compétences et du savoir ici au Québec. Donc là, exactement comme je vous disais, c'est quoi la nature des échanges du premier ministre avec un certain nombre d'entreprises? Je ne suis pas en mesure de commenter aujourd'hui, mais si vous me posez la question, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? On le demande depuis janvier, et oui, c'est une bonne chose de faire ça. En pleine crise, guerre tarifaire avec les Américains, M. Legault a dit qu'il va falloir développer, investir dans nos infrastructures, il va falloir accélérer les chantiers. Finalement, ce qu'on se rend compte à la lecture du PQI, c'est que la majorité, de nombreux projets sont amputés, retirés, remis à plus tard. Est-ce que c'est pas parler des deux côtés de la bouche? Absolument. C'est encore ce gouvernement de la CAQ qui dit une chose et qui fait son contraire, qui fait beaucoup de communication, mais qui livre peu. Notre première réaction après le huis clos budgétaire la semaine dernière, ça a été de dire, mais quelle est la valeur désormais du PQI, du Plan québécois d'infrastructure? On a beau se vanter qu'on le fait augmenter de 100 millions à 164 millions, mais s'il y a plein de projets qui n'aboutissent jamais et dont on parle pour dire « Ah, bien, regardez ce qu'on fait, on l'a mis au PQI, mais ça n'arrive pas », c'est un problème. Est-ce que c'est un stationnement à projet maintenant? Est-ce que c'est un outil de communication? Alors qu'avant, peu importe le gouvernement, c'était sérieux. Quand ça allait au PQI, on savait que là, on était en marche vers la réalisation du projet. La région de Québec est un exemple malheureusement patent de ce phénomène, c'est-à-dire qu'on voit des projets qui sont au PQI et là, on apprend subrepticement, en secret, que finalement, des parties importantes du plan cité, donc du plan pour le réseau structurant Québec, ont été retirées sans que la Ville de Québec soit au courant, sans que la CDPQ qui réalise le projet soit au courant. Quel manque de planification, mais surtout, quel problème de communication. Quand on voit des projets comme la Tête des Ponts qui sont déjà... Donc là, on retire des projets qui sont déjà en branle. Donc, qu'est-ce que ça donne comme message aux entreprises, aux entrepreneurs qui veulent investir au Québec et dans la capitale nationale? De très mauvais messages. Dans le cas de la Tête des Ponts, c'était une promesse phare aussi de la CAQ en 2018. Et là, on s'aperçoit qu'on va s'arrêter après la phase 1, là, puis qu'on va s'assurer de la sécurité des infrastructures. Mais ce qui était prévu, le plan global, lui, ne se réalisera pas. Et donc, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, c'est un mauvais message qu'il n'y a pas de planification cohérente, qu'il y a des risques à s'engager dans ces projets-là. Et ce n'est pas seulement les oppositions qui le disent. On le rappelle, l'année dernière, un rapport de HEC qui analyse les projets d'infrastructure au Québec dans les dernières années, qui cite des projets comme ceux du transport structurant à Québec, à Montréal, le REM, comme des exemples de mauvaise gestion et d'ingérence politique. C'est ça le problème d'un gouvernement qui utilise les projets d'infrastructure à des fins électoralistes. C'est le cas à Québec avec les projets de mobilité durable et de transport. Très mauvais message pour tout le monde. C'est répandu partout au Québec. Là, on voit le projet structural de Montréal-Ouest qui est abandonné. Même chose pour celui de Laval, la place Charlemagne à Longueuil. Donc, il se multiplie. Donc, c'est pas juste à Québec. Québec est vraiment une illustration très malheureuse de ce phénomène, mais vous avez raison. Il y a plusieurs projets qui étaient annoncés, garantis, promis par le gouvernement de la CAQ. Ils ont dit, ils sont au PQI. Et ce qu'on apprend, c'est, oups, ils disparaissent du PQI. Donc, c'est un véritable problème de planification et surtout d'utilisation à des fins politiques du PQI. Donc, quel est l'état de la collaboration entre le Parti québécois et le Bloc dans la campagne? Est-ce que vous parlez à M. Blanchette? Est-ce que vous avez
des discussions avec lui sur, par exemple, l'aide que vous pourriez lui apporter, etc.? J'ai déjà répondu à cette question-là à plusieurs reprises. Donc, j'ai donné... Parce que les choses peuvent changer dans le temps. Ça va être ça tout le long de la campagne. Donc, j'ai dit il y a une semaine ou deux que tout le monde avait le feu vert pour s'impliquer dans la campagne du Bloc. C'est le cas. Je pense que vous avez vu même Pascal Bérubé hier être présent. Et sinon, ce n'est pas notre campagne et on ne se mêle pas de la campagne exactement comme on a fait en 2021 dans des circonstances identiques. C'est Donc, pas on le ne rôle. verra pas aux côtés de M. Blanchette, ça n'arrivera pas dans la campagne? Ce n'est pas mon intention et ce n'était pas ce qu'on a fait en 2021. On laisse le Bloc faire sa campagne et on soutient le Bloc de toutes sortes de manières. Dans votre campagne, vous soutenez, vous, en 2022, il est venu, on était, je pense, en Bécomo. Oui, en Gaspésie. Donc, il est venu, vous avez fait des annonces avec lui, vous aviez soupé à 2 reprises, vous étiez bras dessus, Il est venu dans votre autobus. Oui, il était venu dans votre autobus. Donc, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Je vous réitère ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est la même chose qu'en 2021. Tout le monde a le feu vert, y compris les députés, les bénévoles, pour soutenir... Pourquoi lui le fait pour votre campagne, puis pourquoi vous ne le faites pas pour sa campagne? Je réitère que nous, c'est ça qu'on a fait en 2021. C'est ça notre façon d'approcher les fédérales. On fait la même chose qu'en 2021. Ils ont tout notre support sur le plan de la présence sur le terrain, mais on ne s'immisce pas, puis c'est pas notre campagne, on laisse le Bloc faire campagne. Est-ce que vous lui parlez, M. Blanchette? Est-ce que vous avez des discussions avec lui? J'ai également répondu là-dessus à plusieurs reprises que mes discussions avec le Bloc ne sont pas pour la place publique. Non, mais sans avoir le contenu, est-ce que vous lui avez parlé récemment, dans la dernière semaine? Je n'ai pas de commentaires à rajouter. Simplement, feu vert pour tous les bénévoles, tous les députés. Et, comme je vous ai dit ce matin, je pense qu'on devrait voter Bloc parce que c'est le seul parti loyal envers le Québec. Pour conclure, vous allez prendre une chipie ensemble et vous n'allez pas la prendre devant les camions. OK. J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce que Christian Dubé a amené comme amendement, c'est-à-dire cesser les portes tournantes pour les médecins spécialistes dans le réseau de la santé? Encore un amendement qu'on va analyser là, en étude détaillée, je pense, à compter d'aujourd'hui. Mais en général, plusieurs experts sont venus nous dire que ce n'est pas les bonnes solutions là, qui sont abordées dans ce projet de loi-là, qu'il y a d'autres façons d'aborder de manière structurante le problème des portes tournantes entre le privé et le public. Alors, est-ce que là, un nouveau délai qui s'applique à certains médecins, là, puis à partir duquel, durant lequel il faut l'autorisation pour passer, est-ce que c'est la meilleure solution? Pas sûr, mais on va l'étudier aujourd'hui. C'est quoi la meilleure solution? C'est d'appliquer ce que le Collège des médecins dit, c'est-à-dire finir le privé. Là. On met la clé sur la porte au privé. Bien, c'est sûr que ça prend une vision vraiment cohérente, globale, qui dit l'objectif, c'est de mettre fin aux portes tournantes. On finit? Là, il y a une proposition qui est sur la table aujourd'hui, qui est celle d'avoir un nouveau délai de 2 ans durant lequel il faut une autorisation du ministère pour passer au privé, alors qu'avant, il s'agissait d'envoyer un avis. On va l'étudier en commission parlementaire. On pense pas que les solutions actuellement, des délais de 5 ans, des délais de 2 ans, sont les bonnes solutions structurantes pour mettre fin à ce... Vous êtes d'accord avec l'intention? Vous êtes d'accord avec l'intention? Sur la taxe carbone. Non, mais attendez, avec l'intention, on est très vocaux là-dessus. On l'a toujours dit. Pour nous, le privé en santé, c'est un problème. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher à l'État québécois. C'est un problème actuellement. Ces portes tournantes-là, on est à peu près unique au Canada. Et c'est sûr que nous, ce n'est pas notre vision. Nous, c'est le système public et c'est protéger le système public. Maintenant, est-ce que les solutions proposées dans le projet de loi actuellement sont les bonnes? On ne pense pas, mais on va en étude détaillée puis on va écouter le ministre. Est-ce que le Québec doit garder le marché du carbone? Donc, on va être à partir d'aujourd'hui, on est la seule place au Canada où il y a encore un impact concernant une taxe carbone. C'est pas la taxe carbone au Québec, c'est le marché du carbone. Est-ce que c'est encore la bonne chose à faire? Est-ce que c'est encore le bon mécanisme? Bien, premièrement, on peut être sur le marché du carbone et pas nécessairement avoir une taxe, puis la hauteur de la taxe peut varier. Moi, je ne vois pas de scénario où on va conserver un décalage, un écart de 20 cents le litre entre l'Ontario, entre Ottawa puis Gatineau, ou entre le Nouveau-Brunswick puis le Québec. Pourquoi? Parce que si ton gap est si grand, premièrement, c'est pas juste pour le consommateur, mais c'est surtout tout le monde va aller de l'autre côté de la frontière, puis tu vas avoir des fermetures. Il y a toutes sortes de conséquences là, à avoir un écart aussi grand. Mais avant qu'on statue, je vous mets 2 conditions puis 2 réflexions que certains semblent oublier, là.
La première, c'est que Mark Carney a dit qu'il suspendait cette taxe-là. Suspendre, ça ne veut pas dire abolir. Ça veut dire mettre sur pause. Donc, avant de conclure que le Canada est à 20 cents de moins que le Québec pour toujours, moi, je vais attendre la fin de cette campagne fédérale puis regarder qu'est-ce qui se passe. L'autre élément qui a été notamment explicité par Luc Godbout dans un texte de 2022, c'est que généralement, lorsqu'on baisse les taxes, les pétrolières qui sont expertes dans la fixation de prix récupèrent le montant. Donc, avant de présumer qu'il va y avoir vraiment un différentiel de 20 cents entre le Québec et l'Ontario, on va regarder également comment les pétrolières agissent parce que, je vous donne 2 exemples très concrets. En Alberta, les stations-service, depuis qu'ils ont baissé la taxe, ils ont augmenté de 10 sous par rapport au début mars le prix à la pompe. Magie. Même chose en Ontario, lorsqu'il y a eu une baisse de taxe en 2022, elle s'est presque volatilisée au complet, cette baisse de taxe. Ils ont baissé le prix de 5 à 10 cents, mais en fait, il restait 3 cents de différence à la fin. Puis je vous invite à lire le texte de Luc Godbout qui démontre, même avec des exemples de 1983, qu'en général, quand on baisse la taxe sur l'essence, les pétrolières s'en occupent puis montent les prix. Donc, on pourra déterminer la politique du Québec une fois que ces 2 variables-là se confirment. Ça devrait être dans les prochains mois. Mais pour le principe, je dois quand même dire qu'en matière d'équité pour le consommateur et de fonctionnement à la frontière, on ne peut pas imaginer un système où est-ce qu'on paye 20 cents de plus que chez le voisin. Ça, il va falloir harmoniser d'une certaine manière. Mais avant d'harmoniser, moi, je mets 2 voyants rouges. Pas sûr que ce dossier-là est fini. On vient d'avoir le communiqué sur la commission d'enquête sur Saclay. Le juge Galland dit qu'il s'engage dans les cas où il connaîtrait personnellement un témoin, à ne pas rencontrer préalablement cette personne-là ou à consulter des documents qui impliquent la personne en question. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous et est-ce qu'il va pouvoir bien faire son travail? Oui, j'ai vu brièvement le communiqué en rentrant ici. Donc là, je n'ai pas tous les détails, mais notre position demeure la même. Ce choix est très malheureux parce qu'il y a une distinction fondamentale entre ce qui est évoqué par le juge Galland, c'est-à-dire le fonctionnement, puis des règles que, oui, on peut fixer, et celle des apparences de conflit d'intérêts. C'est une notion qui est distincte et qui est importante pour la confiance du public. Ici, le commissaire principal est une personne qui a des relations de proximité avec une des ministres, la présidente du Conseil du Trésor, qui va être appelée à témoigner et dont le témoignage va être central. Nous, on pense que c'est un mauvais choix. Pourquoi? Et la question est pourquoi le gouvernement a insisté pour que ce soit lui, alors qu'il y a des centaines de juristes au Québec qui auraient pu faire un excellent travail? Pourquoi on a insisté? Et pourquoi, alors que les 3 partis d'opposition ont émis des réserves, il y en a 2 qui ont carrément demandé sa récusation, pourquoi il s'entête à présider les débats de la commission? Ce sont 2 questions pour lesquelles... Les conclusions du rapport? Mais pas juste c'est sûr qu'actuellement, l'exercice, à la base, parce qu'il commence comme ça, c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur la valeur de l'exercice et sur la valeur du rapport. Nous n'acceptons pas la personne qui a été nommée au départ, et il y avait des options. Mais pas juste ça. Une fois que le juge Galland sait que les oppositions ont signifié ne pas avoir confiance et préférer qu'une personne qui n'a pas cette apparence de conflit d'intérêts prenne la place, et que le juge s'entête en nous disant, bien, moi, je vais vous parler de procédure, c'est-à-dire comment on va entendre ou pas, c'est de passer à côté de l'essentiel. Le commissaire n'est pas là pour déterminer la procédure seulement, là. Il est là pour tirer des conclusions au final. Puis on dit qu'il y a des liens très substantiels qui fait que ce n'est pas la bonne personne pour tirer des conclusions. Et se pose également une question que j'ai posée, que je repose. En fait, je l'ai publiée dans les pages du Devoir. La question fondamentale, pourquoi la dernière fois, quand c'était Sonia Lebel et le juge Galland qui s'occupaient de la commission Charbonneau, pourquoi on est passé à côté de tous les acteurs politiques? Puis pourquoi il n'y a pas eu de blâme? Puis comment expliquer la dissidence de M. Renault? Des Québécois puis des Québécoises qui se posent ces questions-là depuis la commission Charbonneau, il y en a. Donc tout ça revient à la surface. Pourquoi? Parce que le juge Galland n'entend pas le concept d'apparence de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité et n'entend pas les partis d'opposition alors qu'on est l'Assemblée nationale puis qu'on est en train d'enquêter sur le gouvernement. Bien, je réitère notre demande, avant de parler des conséquences puis du rapport, là, je réitère notre demande
le juge Galland doit se récuser et laisser la place à un des 100 juges au Québec, parfaitement en mesure de faire le même travail, mais sans être dans cette situation-là. Puis j'enlève rien au juge Galland, c'est pas personnel, c'est une question de principe assez connu en droit sur l'apparence de partialité. Vous croyez que malgré sa probité, là, parce qu'il n'y a personne qui doute de la probité du juge Galland, que son jugement, lors de l'analyse de certains témoignages, puisse être biaisé par le fait qu'il connaît les gens? Où ça va créer cette apparence-là, même si ce n'était pas le cas, ce qui enlève de la valeur au rapport, et c'est pourquoi l'apparence de conflit d'intérêt ou l'apparence de partialité fait en sorte que, souvent, on fait le choix de laisser sa place à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans cette situation-là et qui va faire le même travail pour autant. C'est aussi simple que ça. Vous abstenir de participer aux travaux de la commission? On maintient à cette étape-ci notre demande, qu'il y ait récusation, puis qu'on place quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là. The amendments on Bill 83, basically putting some criteria, making it tougher for doctors in Quebec to go back and forth between the public sector and the private sector in the healthcare. Is it sufficient, or Quebec is still not going far enough? So, the ultimate intention to limit the possibility of going back and forth between the public and private system, we are in favor. We have been advocating for that for a long time. We think that the way forward, less costly, is to go with the public system. However, the solutions put forward in this bill do not seem to be the right ones. The first one being this 5-year period of time when you're a newly formed doctor, and now this 2 years period during which any doctor cannot go with the private system without authorization. It's not the way forward. We need a more structural solution to this back and forth between the public and private system. But also, Mr. Paradis, there are a lot of surgeries that are done and speeding up through the private sector now in the healthcare. Like the public sector cannot do it all. Which is a problem because we have created, and this government has created, a dependence on the private sector. It is costly and it is not serving well the public interest. So we must go forward with a solution, a structural solution, going forward with the public system, and these solutions do not seem the kind of structural solution that we need. If I may on this point. Yeah, I have another question on another topic, so... I'll just finish on this one. Oftentimes, the premises that are used for the private sector are the public hospitals, and the people used in the private sector are people that were in the public system. So we just need to understand that you can take a resource and take a location and use it in the private sector. It doesn't speed up necessarily the process. It makes things complicated and quite costly. I don't know if you saw that, but last night in the annual report of the U.S. Department of Commerce, there is Bill 96 and the requirements for businesses. It was mentioned during the Biden administration. True. We worked on that. Like in 2024, but now with this threat of new tariffs coming up tomorrow, is this like a game changer? And it might be one. So it's true, and it has to be mentioned that the American administration has always criticized the linguistic specificity of Quebec as a barrier to business. But then, of course, the reasoning is, okay, so we should all be Americans and all speak English to make sure that your multinationals don't need to put anything in French on your product. So, of course, the National Assembly never agreed to that argument. What has changed is that the Trump administration is more hostile, and we could be in a situation where Mark Carney negotiates for Quebec and the rest of Canada. And what does Mark Carney say? He says, okay, I'm going to go against Bill 96. So Trump and Carney have a point in common. And I consider the economy of Canada not as many economies, because factually they are very different economies from a province to another. It's just one single economy, which means that he is giving himself the power to determine what interests you sacrifice and what interests you'll protect. And you know that the automobile in Ontario and the energy in Alberta are at stake in that negotiation. So basically, he said so far that he wants to lower the transfers to the provinces. He is okay with attacking Bill 96 in front of the tribunals, and he's okay to force or give himself powers to
go through with pipelines in Quebec. So you fear that today, with this mention in the annual We're not in a report, good position. We're not in a good position because Mark Carney has shown on several occasions that the interests of Quebec, or Quebec in general, there's not even a platform about Quebec in the Liberal Party's platform. so that means Our maybe interests, concessions. our interests have been sacrificed in the past to protect other interests in Canada, and we are in that position right now where it could happen, given that the American administration is critical of our linguistic And differences. that may result in concessions on Bill 96. It could, or in the gestion de l'offre, in the. It's a concern. Sur Renault Région, j'ai pas le temps français, mais sur Renault Région, c'est un petit programme de 15 millions qui a été coupé, mais Ouais. plusieurs élus de ce marché qui disent que c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Ils ont raison de dire que c'est inacceptable parce qu'encore une fois, regardons, là, la CAQ n'a aucune gêne à sortir les centaines de millions de dollars pour des projets économiques, à donner des cadeaux fiscaux aux plus riches de toutes sortes de manières. Mais couper pour les plus démunis, ça semble jamais être un problème. Et il faut bien comprendre, on coupe pour les plus démunis sur quelque chose de fondamental dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire se loger. Il faut vraiment avoir des revenus qui sont pas très élevés pour avoir accès à ça, et ça sert à des réparations d'urgence. Donc, on coupe quoi? Ça a été en bas de 20 millions à chaque année, l'utilisation de ce programme-là. Ça, on est prêt à couper ça. Mais après, ça clique à 1,4 milliard, puis Nordvolt à 300 millions, pas de problème. Puis les cadeaux fiscaux, encore pire. Donc, il y a quelque chose de constant à la CAQ, c'est qu'ils n'ont pas de gêne à couper auprès des plus démunis, pendant qu'ils n'ont pas de gêne non plus à faire des cadeaux à des gens qui sont vraiment mieux dans ça. Et juste pour ajouter, ça vise particulièrement les régions. Et donc, c'est une grande preuve d'insensibilité à la situation du logement dans les régions parce que souvent, il n'y a pas d'alternative. Les gens doivent faire ces rénovations urgentes pour demeurer chez eux. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de condo à côté. Là. Alors, où sont les députés caquistes des régions pour défendre cette mesure-là qui concerne plusieurs régions du Québec? C'est inexplicable.